Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation, comme on vient de le dire, d'un atelier qui aurait dû être présenté au congrès de la KFGA de 2020 et qu'on a quand même jugé intéressant de partager avec vous. Puis on a eu Manon et Marie-Claude qui ont accepté de vous le présenter. Donc, sans plus tarder, je leur cède la parole pour la présentation à Manon et Marie-Claude. Merci Martin. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Dans le fond, cet après-midi, moi et Marie-Claude, nous allons vous présenter un atelier d'1 heure. Donc, j'aimerais mentionner que j'ai ma stagiaire Caroline qui est présente, Caroline Veilleux. Donc, c'est elle qui va faire le partage d'écran pour vous partager notre animation. Et ma collègue Marc-Claude. Donc, le titre de notre atelier, l'accompagnement de proximité pour une clientèle ayant des besoins particuliers. Donc, peut-être commencer par notre introduction pour nous présenter, en fait. Donc, Manon Dionne, je suis psychoéducatrice. Je travaille au Centre Nouvel Horizon. J'ai été engagée ici aux adultes en 2016-2017. Donc, je suis à ma 5e année ici, au sein de l'équipe. Et avant, au niveau de mon parcours professionnel, j'ai pratiqué comme 10 ans comme conseillère en adaptation scolaire là, au Centre de services des premières seigneuries pour une clientèle, là, évidemment, ayant des besoins particuliers. Donc, mon parcours a été uniquement scolaire là, depuis le début de ma carrière. Donc, je cède la parole à Marie-Claude. Donc, bonjour à tous. Moi, en fait, je suis conseillère d'orientation. Ça fait 16 ans que je suis pour la commission scolaire des premières seigneuries et la majorité de mes expériences sont aux adultes, soit au centre de la Côte-de-Beaupré ou à Nouvel-Horizon, avec quelques allers-retours au secteur jeune, mais la majorité de mon expérience est aux adultes. Voilà. Claude. Petite question de connaître un peu mon auditoire. Les personnes qui sont présentes, est-ce que j'ai des conseillers pédagogiques dans la salle? Je crois que oui. Martin, il y avait Sylvie, puis il y avait aussi Virginie. Des enseignants? Est-ce que j'ai des enseignants? D'autres professionnels? Travailleurs sociaux, psychologues, psychoéducateurs. Oui. Moi, je m'appelle Kim McKenzie. J'enseigne la francisation au niveau débutant au CDC Vimont pour la commission scolaire sur Wilfrid Laurier. Okay. Donc, est-ce que j'ai du personnel de soutien, éducateurs qui sont présents? Non. Donc, enseignants, conseillers pédagogiques qui sont présents. Je vois ma direction adjointe, évidemment. Est-ce qu'il y a des directions, des cadres qui sont présents? Directrice de centre, directrice de service. Et Aline Kelly, directrice CDC Vimont avec la commission scolaire sur Wilfrid Laurier. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Donc, quand même, une présence variée par rapport à la clientèle. On a 2 personnes dans le clavardage qui disent qu'ils sont orthopédagogues. Les sommaires, oui, je viens de voir. Voilà. Excellent. OK. Donc, notre atelier, dans le fond, on va avoir différents sujets à aborder avec vous. Évidemment, on va vous présenter le contexte actuel. Inquiétez-vous pas, on ne va pas vous présenter de COVID. On va aussi vous parler des besoins, dans le fond, de nos élèves et du personnel. On va vous présenter les moyens. Donc, dans le fond, c'est comme si on vous offrait une petite visite guidée dans notre centre pour vous permettre de voir notre façon de travailler, notre approche, nos interventions. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans les moyens, tout en démontrant aussi un peu, oui, les défis que ça peut créer, mais les gains qu'on observe depuis qu'on intervient de cette façon-là. Puis, évidemment, on va vous présenter nos coordonnées à la fin de l'atelier. Si vous avez des questions particulières à nous adresser, ça sera possible de le faire. Donc, je céderai la parole à toi, Marc-Claude, pour parler du contexte actuel. Donc, comme Manon a laissé sous-entendre, on retourne dans le temps, ça veut dire avant le COVID. C'est vraiment de là que cette façon de travailler est arrivée, en fait, de façon plus précise. Avant de vous parler du contexte qui nous a amené à développer cette démarche-là,
Je voudrais faire une petite parenthèse. En 2016, en fait, à l'éducation des adultes de notre commission scolaire, il y a eu vraiment beaucoup de coupures au niveau du soutien et des professionnels, ce qui fait qu'il y avait moins de bras, mais pour faire le même travail. Par contre, derrière tout ça, il y avait une vision de la direction qui était d'amener une façon différente d'approcher les élèves et de travailler avec eux. Ce qui fait qu'en 2016, le service de psychoéducation est apparu et c'est de là que tout découle, en fait. Donc, je reviens au contexte actuel, à notre diapositive. Donc, autour des années 2016, on s'est aperçu que notre clientèle a changé de façon importante, puis il y avait des besoins qui étaient plus spécifiques, plus particuliers, qu'on était peut-être moins habitués ou en aussi grande quantité à avoir dans nos centres. Ce qui fait que cette clientèle-là a amené des questionnements par rapport aux enseignants, par rapport au personnel des centres, parce qu'ils voulaient répondre de façon plus adéquate et faire cheminer leurs élèves. Ce qui fait que, donc, l'arrivée du service dans nos murs a amené une solution, a amené des pistes, en fait, à mettre en place des moyens d'intervention personnalisés pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Aussi, l'arrivée de ce service-là nous a permis, on le faisait, mais on a mis encore plus l'accent sur le bagage que les élèves arrivaient avec leur expérience positive, leur expérience négative. Et tout ça, ça nous permettait d'avoir une vision différente et à long terme de la réussite de nos élèves. Puis réussite dans cette optique-là prenait aussi un autre sens. C'était, oui, la réussite scolaire parce qu'on est une école, mais il y avait toutes sortes de réussites qu'on pouvait atteindre et qu'on va parler plus tard. Donc, quand je disais tout à l'heure que nos élèves arrivaient avec des besoins plus particuliers, on s'est aperçu que ces élèves-là, encore plus, avaient besoin d'être accueillis comme ils sont, avec leurs difficultés. Leurs difficultés, ça pouvait être dans certains cas des deuils. Donc, des deuils de plus être à la polyvalente avec ses amis, de ne pas avoir de balle de finissant. Avec le déni de dire, ben moi, on m'a mis dans tel parcours scolaire, mais c'est pas vrai que je suis à tel niveau. Donc, chacun a leur propre histoire. Puis, c'est important. En fait, on s'est aperçu que toutes ces difficultés-là, on devait prendre le temps de le faire. Ensuite, ces adultes-là, même s'ils ont 16-17 ans, ont besoin d'être reconnus comme adultes. Ils arrivent dans un système pour adultes. Puis ce que ça veut dire pour ces élèves-là, c'est d'avoir un pouvoir décisionnel. C'est que là, ils rentrent dans nos murs puis ils se disent « moi, je vais choisir mon heure. Moi, je vais choisir mes heures. » Donc, des fois, c'est possible, des fois, ça ne l'est pas, mais de reconnaître ce pouvoir décisionnel-là, ça aidait déjà beaucoup dans l'approche avec ces élèves-là. Ces élèves-là aussi, qui arrivent souvent avec des diagnostics, veulent être perçus comme normal. Ils ne veulent plus entendre l'étiquette, ils ne veulent plus avoir ce diagnostic-là. Tout ça aussi, ces élèves-là aiment être guidés, écoutés par des adultes qui, dans nos centres, deviendront significatifs. Ils ont besoin de modèles positifs qui auront probablement une influence sur eux. Puis, ils ont besoin d'une approche personnalisée. On s'est aperçu que cette approche-là, quand elle était encadrante, transparente et prévisible, en fait, encadrante, ça veut dire qu'il y a un certain cadre autour de l'élève, mais pas étouffant non plus. Transparent, ça veut dire que l'élève est toujours au cœur des démarches qu'on va faire, des changements, tout ça. Donc, on est transparent dans l'approche qu'on va avoir avec eux. Puis prévisible, bien, dans le sens, c'est qu'on a des règles à l'école, on a des façons de fonctionner. Donc, ça aussi, c'est cette prévisibilité-là pour tout le monde. Puis encadrante, même certains élèves arrivent des fois avec des caractères plus mordants, bien, c'est peut-être eux encore plus qui ont besoin d'un encadrement, mais au début, ce cadre-là, il faut qu'il soit un peu discret pour arriver plus près d'eux. Donc, je passerai à la deuxième diapositive, où là, je vais parler du personnel. Donc, avec le type de clientèle que je viens de décrire, bien là, les membres du personnel voulaient comprendre davantage les besoins et les particularités des élèves. Donc,
On parlait souvent des dyscalculie, dysorthographie, etc. Des fois, ça peut être de la santé mentale. Fait que, sans mettre l'étiquette, mais que le personnel comprenne ça vient de où, puis qu'est-ce que ça fait sur le terrain par rapport au comportement, aux apprentissages. Bien, en ayant ces informations-là, ça les permettait de mieux comprendre auprès d'eux. Avoir des pistes d'intervention pour agir en prévention. Donc, c'est beau, quand ils sont dans nos classes, sont rendus à 2 échecs, de recommencer le livre pour essayer de le faire passer. On voulait voir en amont, au lieu d'arriver puis de dire, bien là, on a atteint, on ne peut plus rien faire. Donc, on préférait voir en amont. Donc, c'est ça la prévention. Prendre le temps de se concerter pour discuter des élèves. Donc, en ayant des besoins plus importants, plus présents, on a senti que tout le personnel avait besoin de prendre du temps pour essayer de comprendre qu'est-ce que les élèves étaient en train de vivre individuellement, puis en groupe aussi. Ce qui fait que le personnel a besoin aussi d'avoir un soutien ponctuel, puis un rôle conseil dans certains moments. C'est là que ça se passe. C'est là, dans ma pause, que je viens cogner à la porte auprès de Manon, par exemple, pour dire « Écoute, je viens de vivre ça, puis là, j'ai l'impression que je vais l'échapper. » Fait que ça, il y en a besoin aussi. Et tout ça a amené des défis à notre personnel. C'est d'intervenir avec une clientèle qui est parfois méfiante et parfois non volontaire, que je trouvais qu'il y avait moins avant. En fait, on avait une clientèle qui venait s'inscrire parce qu'ils avaient 16 ans et plus puis qui n'étaient pas obligés d'être là. Mais de plus en plus, on voit, par exemple, des clientèles qui viennent du centre jeunesse. Donc, ils ne sont pas nécessairement volontaires, mais ils sont dans nos murs et il faut travailler auprès d'eux. Intervenir auprès d'une clientèle qui a déjà reçu des services, donc des services qui probablement étaient très bien, mais qu'eux, ils les ont perçus négativement. Donc, ils ont déjà un historique de service, puis on arrive encore avec un service, puis on voudrait que ça soit profitable. Mais ça, c'est pas toujours facile à faire avaler, excusez-moi l'expression, mais la pilule de dire on va t'aider, on va te donner des services. Parfois, ça l'est bien accueilli, puis d'autres fois, non. Mais surtout, il faut accepter que ces élèves-là nous observent, ils nous testent, pour voir est-ce que cette personne-là, je peux lui faire confiance, est-ce qu'elle va vraiment m'aider? Puis des fois, ça peut se faire rapidement, puis des fois, bien, ça peut prendre un certain temps, mais une fois que cette étape-là est passée, on peut avancer dans notre travail. Je vais poursuivre avec les moyens. Donc, nous allons vous présenter trois approches, 3 interventions, 3 façons de faire qu'on met en place, je dirais, depuis quelques années. Il y a la démarche d'accueil, le comité multi et la communauté de pratique. Je vais commencer par la démarche d'accueil. Dans le fond, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, je suis en fonction ici aux adultes depuis 2016-2017. Donc, la première année a été pour moi une année de comprendre le fonctionnement, connaître le milieu, connaître la clientèle. Donc, c'était vraiment une année d'appropriation. Puis après un an d'appropriation, puis de travail d'équipe avec mes collègues, puis durant l'année, je me rendais compte que dans certains cas d'élèves, l'élève rentrait à l'école, puis après 1 mois, 2 mois, on était comme déjà à 2 prises sur 3. Puis je dis, ben, c'est plate parce qu'il y a peut-être des choses qu'on aurait peut-être pu faire avant, savoir avant, des stratégies avant pour son intégration, qu'elle soit positive. Donc, c'est là que la démarche d'accueil a été réfléchie en considérant ce contexte-là. Donc, la démarche d'accueil, elle est mise en place au centre ici aux adultes depuis 2017-2018. Donc, nous sommes à notre 4e année. Et je vous dirais que d'année en année, on la bonifie, cette démarche-là aussi. Donc, je vais vous la présenter. Donc, c'est la démarche d'accueil. La démarche d'accueil, c'est une série d'actions qui est définie avec l'équipe pour accueillir l'élève. Donc, si on prend une inscription standard aux adultes, l'élève qui s'inscrit aux adultes prend un rendez-vous avec un de nos conseillers, se présente à un rendez-vous de 13h30, donne un petit peu d'informations, mon parcours, j'ai tel niveau d'apprentissage, puis je veux faire un DEP, puis je suis prêt à venir à l'école 24 heures, nos CO,
crée un profil, puis il y a un horaire, puis l'élève commence, par exemple, une semaine, 2 semaines après. Mais dans la démarche d'accueil, la démarche va prendre plusieurs étapes. Donc, il y a un délai dans la démarche, dans l'intégration de l'élève, mais ce délai-là, c'est pour nous permettre de bien connaître l'élève. Donc, les objectifs, c'est de prendre le temps d'évaluer les capacités, les besoins des élèves. Marc-Claude l'a présenté tout à l'heure, nos élèves ont de plus en plus des besoins particuliers. Certains vont avoir des expériences scolaires plutôt négatives. Ils arrivent avec une perception, puis un bagage lourd, puis il y a une volonté de vouloir poursuivre, mais on sent que l'activation ou la motivation est parfois plus faible. Donc, quand l'élève se présente en démarche d'accueil, on va prendre le temps de discuter avec lui, donc avoir une rencontre avec moi. Puis, l'élève peut se présenter avec son intervenant, il peut se présenter avec son parent. Donc, il choisit, en fait, s'il veut venir seul à la rencontre ou s'il veut être accompagné. On discute de son parcours, on discute, dans le fond, est-ce qu'effectivement, il y a des besoins particuliers? Puis moi, ça me permet de voir aussi la perception que l'élève a par rapport à ses besoins. Parce que clairement, on peut avoir l'information papier qui nous dit que l'élève a des besoins importants, puis quand il nous en parle, on voit parfois qu'il y a comme une méconnaissance un peu de l'élève par rapport à ses difficultés. Donc, déjà là, moi, ça me donne de l'information. C'est notre façon d'accompagner l'élève. Donc, il y a vraiment ce temps-là de qualité qui est pris pour discuter avec l'élève. Puis, moi, de mon côté, je vais partager l'information avec mes collègues, avec la conseillère d'orientation, avec la direction. L'éducatrice peut être jointe à ce moment-là pour voir, ben là, il y a tel élève avec tel type de caractéristiques, tel type de besoins. Donc, comment on peut s'organiser pour lui offrir un service qui va répondre à ses besoins? Puis de mettre des mesures d'appui nécessaires à ses réussites. Donc là, des fois, à cette étape-là, on a besoin d'aller chercher plus d'informations. Donc, sur les aides particulières, des évaluations qu'il y a reçues dans les années passées. Donc, on essaie de documenter le plus possible pour voir de quelle façon, nous, dans nos murs, on peut l'accueillir et adapter notre façon de faire. Puis, il y a une petite étoile parce que la petite étoile signifie une activité qu'on propose à des élèves que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus à l'école. Donc, des élèves que c'est un retour à l'école ou des élèves pour lesquels on se rend compte que leur représentation du monde de l'adulte est un petit peu erronée. Donc, on se dit, ces élèves-là, on va leur proposer un élève d'un jour. Donc, l'élève n'est pas encore inscrit, mais l'élève a la possibilité de se présenter dans notre centre. Donc, l'élève va choisir une matière, donc français, maths, donc une matière où il est prêt là, à faire son activité. Et il va passer une demi-journée avec nous. Donc, moi, je l'accueille à son arrivée. Évidemment, au préalable, moi, je vais avoir déjà informé l'enseignant. Puis, on essaie de l'enseignant qui sera ciblé pour accueillir l'élève pour son élève d'un jour. Mais c'est un enseignant qu'on croit qu'il va l'accueillir éventuellement au niveau de son inscription. Donc, on essaie déjà à ce moment-là de créer un premier contact, un lien qui va être utile pour l'entrée de l'élève. Donc, l'élève va arriver, je l'accueille, je le présente à son enseignant et il vit une demi-journée. Le seul objectif qu'on donne à l'élève, c'est d'observer le fonctionnement. Toi, dans la classe, on va te donner du matériel, tu sais, des documents. Donc, les enseignants préparent quand même un petit peu de travail. Mais on lui montre surtout de vivre cette demi-journée-là, d'observer comment l'enseignant travaille, comment les élèves fonctionnent autour de lui, de vivre les pauses. Nous, ici, dans le fond, une demi-journée, c'est 3 périodes d'1 heure avec une pause de 10 minutes. Donc, tu sais, comment ça se passe aussi, une pause de 10 minutes pour nos élèves très anxieux. C'est vraiment très bénéfique et très gagnant, cette expérience-là d'élève d'un jour, parce que il y a beaucoup moins d'anticipation négative lorsque l'élève rentre à l'école officiellement. Puis, ça lui permet d'avoir une présentation qui est juste. Donc, on explique c'est quoi les adultes, mais pour certains élèves, rien de mieux que de le vivre puis de participer à cette activité-là pour bien comprendre. Donc, l'élève d'un jour nous permet à nous aussi de voir l'élève, dans le fond, en classe, puis
l'enseignant a un contact avec l'élève aussi, donc ça nous donne des observations. La démarche d'accueil, ça nous permet évidemment d'accompagner et soutenir nos enseignants. En ayant plus d'informations sur les caractéristiques et les besoins des élèves, bien, évidemment, on est en mesure d'en transmettre beaucoup plus à nos enseignants. Puis des fois, l'information qu'on va transmettre, ça va être, écoute, sache que cet élève-là, présentement, son parcours scolaire est très évidemment chaotique. C'est un élève qui a vécu énormément d'échecs, qui anticipe son entrée. Donc, on va prendre le temps de bien présenter les choses. Donc, juste de donner cette information-là, déjà, l'enseignant va se mettre en position que quand l'élève va rentrer dans sa classe, il va y avoir des interventions qui vont être mises en place. Et évidemment, ce qui est, je pense, qui est le plus gagnant, c'est d'intervenir en prévention. Je vous parlais des 2 prises tout à l'heure. Des fois, j'avais l'impression qu'on arrivait dans des situations, bien, voyons donc, pourquoi on n'a pas eu cette information-là? Avoir su, on aurait fait autrement. Donc, ça nous évite de tenir ce genre de discours-là. Ça va arriver encore parce qu'évidemment, les enseignants, les élèves peuvent choisir de garder certaines informations, puis on respecte ça aussi. Mais je vous dirais honnêtement, pour les démarches d'accueil qu'on a réalisées depuis le début, c'est qu'on a évidemment beaucoup plus en prévention. Il y a certaines démarches d'accueil, je vais vous avouer qu'on prend avec les intervenants avec l'élève, puis l'élève se rend compte à un moment donné que, écoute, peut-être que ce n'est pas un bon moment pour moi. Tu sais, avec tout ce que je sais, là, avec tout ce que vous m'avez expliqué, je pense que je vais mieux prendre, j'ai mieux de faire pause à ma démarche puis de revenir plus tard. Puis hier, on a eu un appel d'une élève, donc Marie-Claude a eu un appel d'une élève qu'on a vu en démarche d'accueil il y a 1 an, avec laquelle on a fait plusieurs interventions, plusieurs rencontres avec ces intervenants. Elle avait fait un élève d'un jour, finalement l'élève avait décidé que ce n'était pas un bon moment pour elle d'intégrer le centre à ce moment-là. Et on se passe 1 an plus tard, elle nous rappelle. Elle nous rappelle, puis Marie-Claude lui a proposé à nouveau une démarche d'accueil parce qu'évidemment, la situation de ces élèves-là a probablement changé. Donc, elle a accepté à ce qu'on prenne encore un temps avec elle pour échanger sur sa situation actuelle. Donc, on voit que, je me dis, c'est gagnant aussi pour l'élève. Donc, j'irai sur le prochain point, c'est le quand. Donc, c'est quand qu'on a fait cette démarche-là d'accueil? Bien, à chaque fois qu'on croit que c'est nécessaire. À chaque fois qu'on croit que l'élève pourrait en bénéficier. Donc, le conseil d'orientation qui voit un élève lors de ses inscriptions, puis qui se rend compte lors de ces échanges, OK, là, c'est un élève qui a un parcours particulier, où l'élève a nommé qu'il y avait des diagnostics particuliers. Bien, déjà là, lors de ce premier contact-là, le conseil d'orientation va parler de la démarche d'accueil. Il dit, moi, je te proposerais cette démarche-là. Serais-tu d'accord de rencontrer la psychiatrice, avoir une rencontre avec elle, d'échanger? Ça va nous permettre d'avoir de l'information sur ta situation, puis s'assurer que quand tu vas rentrer, là, que ça fonctionne. Tu sais. Puis, la plupart du temps, je vous dirais peut-être à 80% des élèves vont accepter. Certains refusent, puis c'est bien correct, mais la plupart vont l'accepter. Puis, parenthèse, puis il y en a que quand ils refusent, qui veulent être normales, comme je disais, mais des fois de leur dire, écoute, je vais te présenter Manon, puis si un jour tu en as besoin, bien, tu sauras. Fait que ça aussi, ça fait un peu partie de la démarche. Excuse-moi, Marie. Non, tout à fait, c'est très pertinent. Puis, de plus en plus, nos partenaires qui participent à des démarches d'accueil nous connaissent notre façon de faire et on va avoir des références de plus en plus. Donc, les intervenants vont nous appeler et vont dire, écoute, j'aurais mon client qui va s'inscrire aux adultes, on pourrait-tu planifier une rencontre? Donc, aussi, c'est intéressant. Ça implique qui? La démarche d'accueil, bien, ça implique au total la globalité des intervenants, mais principalement, évidemment, l'élève. Notre direction, évidemment, elle est informée de nos démarches d'accueil. Les conseillers en orientation, évidemment, moi, je présente pour les rencontres. Notre éducatrice, notre surveillante d'élèves, notre secrétaire va être aussi informée, puis ils vont participer à leur façon parce que dans certains cas, je vais présenter l'élève à ces intervenants-là qui sont sur le plancher. Écoute bien, je vais te présenter l'éducatrice, je vais te présenter la surveillante d'élèves.
Elle s'appelle tant, son bureau est là. On va aviser la secrétaire quand il y a des élèves qui ont des besoins particuliers. Écoute, si telle personne se présente avec telle attitude ou qu'elle nomme telle chose, inquiète-toi pas, ou fais telle intervention, tiens tel discours. Donc, on va les informer, nos intervenants. Ça implique les intervenants externes, nos partenaires, donc que ce soit au niveau du réseau de la santé, que ce soit au niveau communautaire, donc peu importe, c'est les gens qui interviennent avec cette relais-là, puis les parents. Les parents, pour nos élèves mineurs ou même majeurs, il y a des parents qui sont très près dans le chemin scolaire de leurs enfants, puis on va les inviter au rencontre. Le discours qu'on tient avec nos élèves, c'est que c'est eux qui sont responsables de leur cheminement et de leur scolarisation. Donc, je comprends que c'est important pour toi que maman ou papa t'accompagne dans ta démarche, mais la personne qui va travailler en classe, tu comprends que c'est toi, hein? C'est à toi qu'on va s'adresser quand on a des choses à te dire. Donc, mais on accueille les parents, puis le fait de tenir ce discours-là avec les parents, de dire je suis content, je trouve ça le fun, puis c'est correct, ça implique, puis ils vont peut-être se sentir concernés. Donc, c'est souvent ce qu'on entend de la part des parents qui participent à nos démarches d'accueil. Et finalement, dans le fond, mon dernier point, c'était le comment. Donc, dans le fond, je l'ai dit un peu tout à l'heure, la porte d'entrée principalement, c'est les conseillers. C'est eux qui allument la lumière rouge. C'est eux là, qui vont référer les élèves à la démarche d'accueil principalement. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, puis les références, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Quand je parlais tout à l'heure que notre démarche d'accueil s'est bonifiée, dans le fond, on a travaillé d'autres collaborations. Dans le fond, on s'est rendu compte que des élèves, parce que près de notre centre, on a un centre de réadaptation, donc du centre jeunesse. Donc, il y a des élèves qui se présentaient du centre jeunesse lors des inscriptions. Ils ne parlaient pas qu'ils venaient du centre jeunesse, mais on se rendait compte qu'après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de fréquentation, écoute, il y a quelque chose, tu sais. Puis on se rendait compte après que cet élève-là résidait au centre de réadaptation. Donc, j'ai développé avec une intervenante des centres de réadaptation une trajectoire de collaboration avec les centres jeunesse. Donc, ça, c'est nouveau de cette année, c'est depuis le mois d'octobre, parce qu'on s'est rendu compte que, évidemment, nos jeunes qui proviennent du centre jeunesse ont besoin de cadre, ont besoin d'être informés, ont besoin de transparence. Donc, on a défini que pour l'inscription des élèves qui proviennent du centre jeunesse, que l'inscription allait procéder différemment. Donc, on enclenchait automatiquement une démarche d'accueil. Donc, une première rencontre qui est obligatoire avec l'intervenante du jeune, le jeune, moi et le conseiller d'orientation. D'ailleurs, hier, j'ai fait une rencontre, une démarche d'accueil avec un jeune du centre jeunesse. Ça nous permet de présenter les comportements attendus. Donc, qu'est-ce qu'on s'entend d'un élève qui est aux adultes? Donc, on aborde les comportements attendus, on discute de l'horaire. Tu sais, écoute, dans ta situation actuelle, qu'est-ce qui conviendrait mieux à ta situation? Est-ce qu'on y va pour un 15 heures, un 18 heures, une matière, 2 matières? Donc, on permet à l'élève quand même de prendre position puis de faire certains choix, donc d'avoir un certain contrôle par rapport à son cheminement scolaire. Et aussi, on s'est rendu compte qu'avec nos partenaires du Carrefour Jeunesse Emploi, qu'on avait avantage, quand les intervenants du Carrefour Jeunesse Emploi nous transféraient des élèves, de aussi faire une démarche d'inscription personnalisée. Les jeunes qui proviennent du Carrefour Jeunesse Emploi ils ont été pris en charge par les intervenants du Carrefour, puis ils les ont accompagnés dans différents projets, dans différentes sphères de leur vie, donc ils les connaissent très bien. Donc, je voulais quand même vous présenter, c'est pas nécessairement intégré dans la démarche d'accueil, mais c'est vraiment des actions qu'on a personnalisées pour des clientèles particulières. Donc, c'est ce qui présente notre démarche d'accueil. Bien, tu parles-tu des gains observés? Oui. Oui, hein? On ne fait pas ça pour rien. Ben non, on ne fait pas ça pour rien. J'allais oublier ça. Donc, puis il y a des beaux gains observés. Ce qu'on se rend compte pour les élèves
pour lequel ils ont bénéficié de la démarche d'accueil, c'est que souvent, on va permettre à l'élève une intégration positive. Puis je ne vous cacherai pas que dans certains cas, on va travailler beaucoup l'intégration sociale. Okay? Les premières semaines, on va s'assurer que l'élève se sent bien, qu'il se sent bien accueilli, qu'on a pris le temps de présenter ses enseignants, il sait qu'il peut venir se présenter à moi selon son horaire. Donc, puis un coup que l'intégration sociale, elle est faite, elle est positive, en classe, habituellement, les choses vont se placer aussi. Certains élèves, évidemment, qui ont des difficultés d'apprentissage qui seront présentes, qui persistent, puis ça sera un défi pour eux au niveau des apprentissages. Mais quand l'élève se sent bien, puis il se sent accueilli, pour nous, de notre côté, on trouve que c'est une réussite. Au moins, on permet de vivre une expérience, d'avoir un souvenir d'une intégration qui va être positive. On a définitivement une meilleure connaissance de nos élèves. Donc, oui, connaître leur parcours, mais connaître leurs difficultés, leurs forces, leurs intérêts. Donc, c'est clairement un beau avantage. Une collaboration positive avec nos partenaires. Vraiment, moi, je le constate depuis 5 ans, d'année en année, la collaboration, elle est positive. Notre rôle à l'école est de mieux en mieux connu. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis ça permet d'avoir un beau filet de sécurité aussi pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Une meilleure collaboration avec les professionnels du secteur jeune. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on a implanté notre démarche d'accueil en 2017-2018, on a pris le temps de la présenter aux professionnels du secteur jeune. Donc, moi, je suis allée présenter la démarche d'accueil à la table des psychothérapeutes et c'est Sylvie et Marc-Claude qui ont présenté la démarche à la table des conseillers en orientation. Donc, déjà là, on présentait notre façon de faire à nos collègues du secteur jeune, puis ça a permis, dans certains cas, au mois de mai, au mois de juin, une psychoéducatrice m'appelle, écoute, tel jeune va s'inscrire chez vous pour le mois d'août. Penses-tu qu'on pourrait faire un transfert? Penses-tu qu'on pourrait visiter l'école? Penses-tu qu'on pourrait planifier une rencontre? Donc, ça permet ce genre de collaboration-là. Puis évidemment, c'est l'élève qui en bénéficie de façon positive. Meilleure connaissance des rôles de chacun. Donc, clairement, comme vous pouvez le constater, il y a un travail d'équipe qui est essentiel entre nous et ça nous permet d'être complémentaires. Puis évidemment, il y a une stabilité au niveau du personnel. Puis on commence lors des rencontres, ça se fait naturellement. Tu sais, je pense à une rencontre qu'on a fait au mois de novembre avec une jeune du centre jeunesse avec Marc-Claude. Puis j'étais avec Marc-Claude, puis ça s'est fait naturellement. On savait à quel moment où on devait revenir, puis qu'est-ce que l'autre pouvait emporter lors de cette rencontre-là. Donc, ça, c'est un bel avantage. Donc, voilà pour les gains. Donc, tu as bien fait de nous ramener Marc-Claude, ça valait la peine. Ça me fait plaisir. Donc, on est rendu à un autre moyen qui est le comité multi. Donc, le comité multi, c'est qui fait partie du comité multi? Encore là, il y a la direction adjointe, la psychoéducatrice, l'éducatrice spécialisée. Ici, on est 2 conseillers d'orientation, donc on est présents les 2, et les enseignants concernés. L'objectif du comité multi, c'est un service complémentaire pour aider l'enseignant auprès de certains élèves. Donc, les enseignants ont vraiment plein d'outils pour aider les élèves, mais parfois, il leur en manque ou ils ont besoin de faire autrement ou de n'en parler. Bref, ils veulent trouver un moyen pour défaire le nœud, là, la difficulté qu'ils rencontrent avec l'élève. Parfois, c'est des élèves qui sont passés dans la démarche d'accueil, puis d'autres fois, c'est des élèves qui n'ont pas nécessairement de diagnostic de problème particulier, mais dans un livre, par exemple, en mathématiques, où il est rendu à faire son exposé oral en français, puis que là, il ne se présente plus en français parce qu'il a son exposé oral à faire, puis le professeur essaie de lui parler, de l'appeler sur Classroom, puis tout ça, ça ne marche pas. Donc là, c'est là que le comité multi arrive. C'est l'objectif du comité multi, c'est d'écouter, partager, bonifier et conseiller les enseignants et l'équipe école.
c'est aussi suivre le cheminement scolaire des élèves ciblés lors de la démarche d'accueil ou rencontrant des difficultés. Donc, c'est des élèves, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent rencontrer un problème ponctuel qui les empêche d'avancer. Mais ça peut être aussi, durant la démarche d'accueil, qu'on fait comme un... C'est comme s'il y avait une deuxième lumière qui arrivait comme pour suivre un peu ce qu'il avait dit dans la démarche d'accueil, pour qu'il y ait un suivi, pour voir si la démarche d'accueil qui a été faite, par exemple, au mois d'octobre, puis qu'on en parle en février de cet élève-là, est-ce que ce qui a été discuté en démarche d'accueil fonctionne ou pas? Ou pas, bien, on va en parler. Puis si ça fonctionne, est-ce qu'on les maintient, ces mesures-là? Est-ce qu'on les adapte parce que l'élève est rendu à une étape plus haut ou supplémentaire? Donc, ça permet ça. Ça permet aussi une solution concertée et commune. Quand on dit concertée et commune, bien, tous les membres du comité que je viens de nommer, bien, en fait, on gravite autour de l'élève. C'est sûr qu'en étant 2 conseillers d'orientation, c'est pas les 2, là, c'est un des 2. Si c'est moi, par exemple, qui ai vu un élève dans l'inscription, bien, vu que j'ai déjà un lien, bien, je vais poursuivre. Puis si c'est, par exemple, mon autre collègue, bien, c'est lui qui va le... Si le conseiller d'orientation a besoin de l'aider, bien, c'est lui qui va l'aider. Mais aussi concertée commune, parce que comme on parlait tout à l'heure, on est une équipe école, puis parfois, bien, on a besoin que Caroline, la surveillante d'élèves, soit au courant de certaines choses parce que, par exemple, l'élève, il se lève à toutes les 5 minutes pour aller aux toilettes parce qu'il n'est pas capable de rester assis. Fait que là, bien, c'est de toutes ces petites difficultés-là qu'on va parler, puis qu'on va trouver une solution que tous les membres du personnel qui sont concernés par l'élève soient à l'aise de les appliquer, savent comment les appliquer. Puis, donc, c'est pour ça qu'on dit commune et concertée. Qu'on sache pourquoi qu'on le fait aussi. Tu sais, ça répond à quel besoin. Puis ce besoin-là, il peut être ponctuel. Puis peut-être qu'on a besoin d'observer certaines choses. Donc, c'est donner un sens aussi à l'intervention qui est proposée. Tu sais, on ne propose pas ce moyen-là parce que c'est comme ça. Non, on le propose parce qu'on pense que ça va répondre à tel besoin. Donc, excuse-moi, Marc. Non, c'est très correct. Le fonctionnement, en fait, donc, c'est l'enseignant qui, comme je disais tout à l'heure, malgré sa bonne volonté, ses bons outils, se retrouve devant une difficulté, a besoin d'aide. Donc, il y a un formulaire là, qui est disponible pour les enseignants. Là, il manque d'élèves, il y a des choses à cocher là, pour les observations et les difficultés. Nous, on a comme une liste d'élèves qu'on fait le tour. Et puis, on va présenter l'élève entre nous, là, entre le comité, là, les membres du comité, parce qu'il y en a qui ont déjà des connaissances. On va regarder aussi quel est son taux d'absence. Est-ce qu'il y a eu des échecs, des réussites dans la matière concernée? Est-ce que c'est les 2 matières, par exemple, maths-français? Est-ce qu'il a dépassé beaucoup son temps? Donc, on fait un peu là, l'historique depuis qu'il est en formation générale des adultes, puis on met tout en commun pour se faire un peu une tête là, sur le type d'élève, sur le type de difficulté, tout ça. Puis par la suite, on fait venir l'enseignant qui a levé la main pour dire « Moi, je rencontre des difficultés », pour comprendre quelles sont ces difficultés. Nous, qu'est-ce qu'on en comprend? Donc, c'est un partage commun. Puis, le professeur peut émettre des solutions, mais aussi les membres du comité. On est là pour ça. Donc, on peut lui suggérer des choses à faire. Ça peut être aussi un suivi qui serait fait, par exemple, par l'éducatrice spécialisée parce que c'est plus le matin qu'il a de la misère à se lever, donc elle va le rencontrer pour voir son hygiène de vie, tout ça. Moi, ça peut être parce qu'il n'y a pas d'objectif, il ne sait pas pourquoi il fait ses matières, tout ça. Donc, on va voir quel service pourrait l'aider, puis on va y aller de cette façon-là. Puis ensuite, s'il y a plus qu'un enseignant qui doit être au courant, bien, on va les faire venir. Parce que pour que les enseignants aient la même façon de fonctionner. Moi, j'avais en tête là, un élève que Manon connaissait bien, qui lui était TSA. Puis, un des moyens, c'était de lui donner un cahier Canada puis de fonctionner avec des notes, mais de façon bien précise, comment les noter. Fait que Manon, elle aura suggéré ça au professeur, puis
c'était la façon de fonctionner parce que dans une matière, il était partagé en 2 professeurs. Fait qu'il y avait un professeur que lui, c'était comme lui qui était responsable, mais pour que ça fonctionne sensiblement avec l'autre professeur, bien, c'était le cahier Canada qui servait avec l'élève, puis entre les professeurs pour qu'il y ait la même communication. Fait que là, je vous donne un exemple, mais il y en a tout plein. Ensuite, les rencontres ont lieu aux 4-5 semaines, mais si on a besoin d'en ajouter parce qu'on vit toutes sortes de problématiques, puis que là, on s'aperçoit qu'il y a trop d'élèves pour une demi-journée de rencontre, bien, on va en ajouter une. Donc, on pourrait passer aux gains observés. Donc, le comité multi, là, les gains qu'on a observés, c'est une vision commune de l'équipe école, ce qui permet vraiment de bien appliquer les interventions, les stratégies, puis en étant tous dans le même chemin, puis en travaillant ensemble, bien, on s'aperçoit que c'est l'élève, puis les enseignants aussi qui bénéficient de tout ce travail-là. Et développer nos stratégies d'intervention, bien, tous les gens qui sont autour de la table, on a toute une expertise ou on a toute une facilité puis on met ça en commun pour trouver une solution, ce qui permet aussi une formation continue. Parce que, par exemple, moi, je me souviens que les TSA, pour moi, ces élèves-là, il y a à peu près 2-3 ans, je connaissais les grandes lignes, mais pas plus que ça. Alors que Manon, c'était vraiment une clientèle avec laquelle elle avait connu au service éducatif, ce qui fait qu'elle nous a aidés à mieux comprendre ce type de clientèle-là. À l'inverse, les conseillers d'orientation, par exemple, bien, ça pourrait être sur le décrochage scolaire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les fragilités. Donc, tous et chacun, on met ça ensemble pour amener des solutions, puis ça permet à tous nous, les membres du comité, d'avoir comme une forme de formation continue. La communauté de pratique, je pense que c'est quelque chose qui est pratiqué dans plusieurs milieux. Hein. C'est une façon de faire là, qui est quand même présente là, depuis quelques années. Ce qui est peut-être particulier, donc notre couleur à nous, c'est qu'il y a une communauté de pratique qui a été réalisée avec la clientèle TSA. Donc, on s'est rendu compte qu'après quelques années, on avait de plus en plus de TSA qui étaient intégrés à notre centre. Donc, j'ai développé avec ma collègue psychoéducatrice au Centre Odilon Gauthier une communauté de pratique sur la clientèle TSA. Donc, on avait 5 enseignants, si ma mémoire est bonne. Il y avait l'éducatrice qui était présente, la direction adjointe, les conseillers d'orientation. Donc, on avait des rencontres, c'est des rencontres d'1 heure. Il y a eu 3 rencontres d'1 heure en fin de journée, donc de 16h15 jusqu'à 15h15. Puis, ça a vraiment permis aux enseignants, aux intervenants présents d'échanger sur leur expérience actuelle, puis du contact qu'il y avait avec leurs élèves. Parce que l'avantage de la communauté de pratique, c'est qu'on parle de vrais cas d'élèves. Hein? On n'est pas dans des cas fictifs. Donc, on avait des échanges sur ce qu'ils observaient en classe, les difficultés rencontrées. Donc, ça permet aux enseignants de mieux comprendre la clientèle et d'identifier aussi des interventions. Puis, ça nous a permis de développer un référentiel d'intervention. Puis, les conseillers en orientation ont aussi développé une grille d'observation parce que eux, leur travail, quand il y a un processus d'orientation à faire avec les élèves TSA, l'introspection, la remise en question chez nos élèves TSA, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, pour guider les conseillers dans leur démarche, ils ont développé une grille qui remettent aux enseignants pour leur permettre de les alimenter, pour les outiller. Donc, la communauté de pratique s'est avérée vraiment auprès du personnel comme une façon de faire très positive et intéressante. On a développé aussi le contenu pour faire une autre communauté de pratique sur la santé mentale. Malheureusement, ce contenu devait se faire l'an passé. Mais bon, COVID a pris le dessus, donc le contenu n'a pas pu être, l'activité n'a pas pu être réalisée, mais ce n'est que partie remise, là, donc c'est sûr qu'on va proposer à notre personnel une deuxième communauté de pratique en lien avec la santé mentale. Donc, c'est quoi les comportements particuliers que je peux observer chez la clientèle qui fréquente notre centre?
Donc, évidemment, on n'aborde pas les diagnostics, on aborde plus les comportements observables parce que c'est là-dessus que je peux avoir un peu plus de contrôle, c'est là-dessus que je peux identifier plus facilement, dans le fond, les comportements et les interventions. Donc, tout est prêt, donc on attend d'avoir un contexte plus favorable pour pouvoir réaliser, mais on voulait quand même vous le présenter, même si c'est une pratique qui était plus connue, parce que ça a quand même permis, là, les enseignants ont apprécié ces moments-là, donc dans les gains observés. Dans le fond, je pense que je l'ai résumé, donc vraiment le partage d'expertise entre collègues, des discussions, des échanges basés sur des situations réelles, développer des outils d'information et de formation continue. Donc, voilà. J'irai à la conclusion. Notre conclusion, dans le fond, on va vous présenter d'autres moyens pour une petite vidéo aussi là, à vous partager. Puis par la suite, on aura complété notre contenu. Donc, je te laisse la parole, Marc-Claude. Donc, ce qu'on vient de vous présenter là, on le poursuit, sauf la communauté de pratique, là, mais la démarche d'accueil et puis le comité multi malgré la pandémie. Par contre, la pandémie, on va trouver un peu de positif, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais ça nous a forcé à trouver des moyens de faire différentes innovatrices, dont le centre d'aide. Le centre d'aide qu'on va y aller maintenant. En fait, on ne voulait pas laisser, ça c'est au printemps, on ne voulait pas laisser nos élèves seuls à la maison avec toutes sortes de difficultés, ce qui faisait qu'ils pouvaient donc envoyer des courriels. À ce moment-là, c'était aux éducateurs spécialisés, psycho-éducateurs. Puis ensuite, nous, les conseillers d'orientation, on s'est ajoutés en septembre, octobre. Donc c'est un endroit où ils pouvaient nous envoyer des courriels puis trouver des ressources pour toutes sortes de difficultés qu'ils rencontraient à ce moment-là. Ensuite, on s'est aperçu aussi au mois de mars que de rejoindre nos élèves par téléphone, par courriel, c'était excessivement difficile. Donc, quand on a voulu repartir l'école, qui voulait avoir un horaire, tout ça, on n'était pas capable de rejoindre les gens. Donc, on a développé l'adresse CEA. Donc, c'est une adresse courriel que quand ils viennent s'inscrire chez nous, en fait, ils ont une adresse CEA et cette adresse-là, on communique avec eux. Par exemple, ils font un changement d'horaire, bien, j'envoie leur changement d'horaire à cette adresse-là. Je veux leur fixer un rendez-vous d'orientation, j'envoie ça là. Je veux leur envoyer un test en orientation, en psychométrie, par exemple, mon Strong, je vais l'envoyer là. Donc, maintenant, on s'en sert pour autre chose, mais c'est un outil vraiment très, très, très utile et que c'est sûr qu'il a fallu montrer l'importance parce qu'au début, il n'y allait pas le courriel pour nos 16, 17, 18 ans. C'est comme si ça n'existait plus le courriel, mais ils ont vite compris l'importance parce que les professeurs, directeurs, donc tout le monde s'est mis de la partie pour montrer comment c'était important et ça fonctionne bien. Le site du CEA, c'est un endroit pour aider les élèves à être en classe virtuelle. Donc, il y a des petites vidéos YouTube pour montrer comment se brancher sur Classroom, par exemple, ou comment utiliser leur adresse CEA la première fois. Donc, ça aussi, c'est un outil pour les aider. Et notre équipe de psychoéducation a aussi fait un atelier en virtuel qui était sur le stress en temps d'examen, je crois, maintenant. Hein? La gestion du stress lors d'un examen est exposée au cours. Donc, on s'est adapté. On avait l'habitude d'avoir nos élèves devant nous pour faire les ateliers. On a monté un petit atelier virtuel. Il y a des élèves qui se sont présentés. C'est différent. Je ne vous dis pas que c'est la formule que j'apprécie le plus, mais les élèves étaient présents. Ils ont apprécié l'information. Donc, on travaille à leur offrir d'autres ateliers. Donc, il nous reste un petit vidéo à vous présenter de notre directrice adjointe qui témoigne de la démarche d'accueil. Bonjour à vous. Je me présente Nathalie Crépeau, directrice adjointe au Centre d'éducation des adultes du Centre de service scolaire des Premières Seigneuries. Lorsque l'on travaille auprès d'une clientèle adulte, il faut s'attendre à côtoyer des élèves qui ont souvent des parcours scolaires atypiques. Ce constat est à la base de toutes nos réflexions et de nos interventions. Chacun de nos élèves sont différents, avec des forces et des défis qui sont propres à eux. D'autres ont moins de défis,
d'autres en ont davantage. C'est la responsabilité de la direction de l'établissement de favoriser la mise en place de structures permettant à chaque acteur gravitant autour de l'élève de pouvoir participer à sa réussite éducative. Que ce soit les enseignants, le service d'éducation spécialisée, le service d'orientation, le service en psychoéducation, la collaboration avec nos partenaires, parfois même les parents et la direction, tous ont un rôle important à jouer auprès du cheminement scolaire de l'élève, certes, mais aussi dans son cheminement professionnel et aussi personnel. C'est ainsi que le concept de concertation entre les différents intervenants prend tout son sens. La démarche d'accueil, les rencontres multidisciplinaires, les communautés de pratique s'installent directement dans cette culture organisationnelle qui est celle du partage d'expertise. Ces structures permettent de mettre à profit de façon efficace les différentes compétences des intervenants mises au service de l'élève. L'accompagnement des élèves adultes est un défi fort intéressant et bien différent du secteur jeune. Bien connaître l'élève, lui offrir un milieu de vie rassurant, stimulant et bienveillant, tout en établissant des structures telles que la démarche d'accueil nous permet ensemble de bien accompagner les élèves vers l'avenir. Telle est notre mission. Donc, en guise de conclusion, je ferai la lecture d'une phrase qui, je pense, définit bien nos élèves. Donc, nos jeunes adultes ont, pour la plupart, une lourde hypothèque à transporter, faisant en sorte que les meilleures pratiques les aident à payer une facture dont ils ne sont pas responsables. Donc, voilà, c'est ce qui complète notre atelier. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'avais juste une petite question, je me permets. Avez-vous une idée de combien d'élèves à peu près on peut être accompagné, ou ne serait-ce comme dans la dernière année, par exemple, par votre service d'accueil? Oui, bien, je dresse des bilans à chaque année, évidemment, là, parce que l'objectif de mettre une démarche en place, il faut quand même la tester, l'évaluer puis l'ajuster. Donc, je dresse des bilans. La première année, évidemment, il y en a eu très peu. Si je prends l'an passé, on ne se cachera pas qu'avec de mars à juin, évidemment, il n'y a pas eu de démarche accueil, là. Mais si je prends 2018-2019, c'est l'année où il y en a eu le plus et j'en ai traité 25. Donc, on s'entend qu'une démarche d'accueil, il y a au minimum 4 à 5 rencontres avant que l'élève rentre, en fait, là. Donc, puis d'année en année, je vous dirais que honnêtement, ce moment-ci de l'année, avec la trajectoire, avec le centre jeunesse, avec la trajectoire, avec la Carrefour Jeunesse Emploi, c'est sûr que j'en vais avoir beaucoup plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires à ce moment-ci de la présentation? Mais moi, j'avais une question parce que j'ai vu aussi que dans plusieurs de vos rencontres, évidemment, c'est important d'inclure les enseignants. Nous, un de nos gros problèmes, c'est vraiment ça, c'est la disponibilité des enseignants lorsqu'on a voulu faire des rencontres, on peut dire des rencontres multi là, ou ad hoc avec les enseignants. Ça a été comme souvent très difficile, surtout parce que si, par exemple, un élève a 3 périodes par jour, ça veut dire que ces enseignants-là n'ont souvent pas le même horaire. Là. Fait que ça a été très difficile d'implanter des choses et que ça fonctionne avec les horaires. Et je me demandais si vous aviez des pistes de solutions. Bien, ce qui a été mis en place, en fait, c'est la direction engage un remplaçant. Donc, ça fait que c'est un remplaçant volant qui va, le temps qu'on a de besoin en français, par exemple, dans la classe à Catherine vient. Puis si, par exemple, Marjorie, la prof de français, partage l'élève qui est en TNP, bien, elle peut venir. Mais sinon, on va les voir séparément. Fait que la remplaçante aide vraiment. Puis on fait ça durant des périodes de classe, pas après l'école. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.